Parfait. Je crois, ouais, c'est ça, on va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et tout simplement, bienvenue à à une nouvelle soirée par an. Donc, avant de commencer, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser le chat, donc la bulle de clavardage qui est disponible, et à lever la main aussi si vous avez des questions ou des commentaires à poser à nos intervenants. Donc, avant de commencer, bien sûr, j'aimerais effectuer une reconnaissance du territoire. Même si on se rencontre sur une plateforme qui est virtuelle, il faut absolument reconnaître que le siège social de BPE se trouve à Ottawa et il est situé sur le territoire traditionnel des nations algonquines, Anishinaabe et Mohawk, présentes en ces lieux depuis des temps immémoriaux et y demeurant encore aujourd'hui. Je tiens à souligner que notre travail ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux s'effectue sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et autres accords ont été décidés. Nous sommes très honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd'hui comme l'Ontario. Donc nous remercions les Premières Nations, les Métis et les Unites pour leur dévouement à ces territoires et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Donc, l'atelier ou encore la soirée en fait de ce soir, elle est intitulée Accompagner la transition de votre jeune vers le post-secondaire et puis elle est animée par deux personnes de l'Université de l'Ontario français, dont vous avez ici Gilles Rodriguez et François Blitou qui vont être tout simplement avec nous pour pouvoir animer cette soirée, mais surtout aussi pour nous donner différents conseils et étapes pour pouvoir en fait soutenir nos jeunes à faire cette transition qui peut être assez stressante, mais intéressante tout simplement. Donc Gilles et François, je vous donne la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, on va Alors, bientôt démarrer. Je vais vous partager notre écran et on a une présentation à vous partager. Comme ça, vous l'aurez en plus visuellement. Et pour ceux qui ne sont pas là, bah, bonsoir quand même. On sera ravis au moins d'avoir vu des gens en personne, mais également en ligne plus tard. Donc, effectivement, la thématique ce soir, c'est en route vers l'avenir de votre enfant. C'est important. Vous allez voir, c'est une bonne soirée. Vous allez apprendre plein de choses. Et n'hésitez pas, bien sûr, à poser des questions. Alors peut-être ben, Gilles va se présenter et puis moi je me présenterai après. Bonsoir, Gilles Rodriguez, je suis professeur associé et aussi je m'occupe de la coordination des projets écoles à l'Université de l'Ontario français. Ok, donc moi c'est François Blétouche, donc je suis directeur au recrutement de tous les étudiants, domestiques ou internationaux, à la promotion des études. Qu'est-ce que c'est le recrutement étudiant? En fait, c'est justement d'aider avant que les élèves soient admis, leur donner des informations, partager nos activités, visiter les campus, etc., faire des portes ouvertes. Voilà. Et puis promotion des études, c'est justement communiquer sur les réseaux sociaux avec les plateformes de recrutement, en fait, les nouveautés, la vie l'expérience étudiante, qu'est-ce que les élèves vont pouvoir faire, voir. C'est très vivant et c'est vraiment, on cible particulièrement les jeunes en ce qui nous concerne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a présenté en deux parties. On va vous parler quand même de l'UF parce que souvent, ce qu'on s'est aperçu quand on parlait simplement de la transition vers ici vers l'UF, les gens disaient, ah ok, mais c'est quoi l'UF? Alors, on va vous faire une petite présentation sur l'UF rapide. C'est pas forcément très détaillé, mais vous allez quand même avoir des informations. Et puis, on a une deuxième partie qui est sur la transition réussie vers l'UF. Parce qu'en fait, vous allez garder en tête ce message principal. D'abord, il faut oser, la première chose, oser de continuer ses études en français au postsecondaire. Vous allez voir, ça a beaucoup d'avantages. Mais également, faire une transition réussie et raisonner comme un parcours. Et souvent, le parcours, il ne démarre pas en 12e année. Le parcours, il démarre souvent en 10e, 11e année, voire même avant. Pour vous rassurer, pratiquement plus de 90% des élèves, j'en ai rencontré des milliers, ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et ce n'est pas anormal. Au contraire, on est là pour ça. Puis aussi, il faut se donner les possibilités de comprendre que une transition réussie vers une université, entre autres, ça prend du temps et souvent, même la première année, c'est encore la transition vers l'université. OK?
Alors, on est à Toronto. Vous savez, on est situé en plein centre-ville. C'est quand même intéressant de marquer qu'en 2018, le gouvernement a pris la décision d'ouvrir une université 100% en français en plein centre-ville de Toronto, qui est la capitale économique du Canada. Alors qu'il y avait plein d'universités au Québec qui parlent le français, on a des universités bilingues comme à York ou à Ottawa. Alors pourquoi ça? Ben, tout simplement parce que d'abord, la mission principale de l'UniOS, c'est de servir la minorité francophone qui se trouve dans tout le centre-sud-ouest, mais également dans toute l'Ontario, puisqu'on s'appelle l'Université de l'Ontario français. On n'a pas choisi la ville de Toronto, de toute manière, on ne pouvait pas s'appeler UFT, c'est déjà pris. Voilà. Donc, c'est ça. La deuxième, c'est qu'on a aussi des populations qui viennent de l'international et les familles sont connectées. Tout le monde se parle avec les médias sociaux. Donc, c'est très important aussi d'être une université inclusive et de pouvoir également étudier des étudiants internationaux. Je n'ai pas parlé du Canada, mais bien sûr du Québec, on en a, et également du reste des autres provinces. Voilà. Alors, on a mis Toronto comme salle de classe parce que vous allez voir, on n'est pas une université traditionnelle. On ne vient pas s'asseoir dans les cours, écouter ce que va nous dire le professeur et réciter après recracher dans les examens. Ce n'est pas du tout notre modèle académique. Et déjà, ce n'est pas beaucoup le modèle académique au Canada en général. On est là, donc la ville de Toronto, en fait, c'est notre salle de classe. Vous allez voir qu'en fait, nos thématiques, elles sont complètement aussi reflétées. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, ce sont des thématiques qui sont valables sur tout le monde entier. Ce n'est pas simplement la ville de Toronto, le Canada, mais le monde entier également. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo parce que probablement vous n'avez peut-être jamais passé les portes de l'UF. Et si ce n'est pas le cas, bah, ça nous fera vraiment plaisir de vous accueillir. Mais en attendant, je vous montre ce que c'est.
c'était un petit peu long, mais au moins vous avez pu faire l'université. Alors, il faut que je retrouve la main sur la diapositive. Je passe ça. Voilà, on va passer directement. Alors, donc le campus, simplement, vous compreniez, le gouvernement a fait un investissement de 15 millions de dollars pour le développement de ce campus qui est complètement neuf. Tout est nouveau dans ce campus. Ça fait maintenant 5 ans l'université est créée. Et donc, on a déjà eu une première cohorte l'année dernière. Et donc, on a des étudiants qui sont domestiques, qui viennent donc de l'Ontario, mais on a également des étudiants qui sont aussi un peu plus matures dans tout le programme de baccalauréat en éducation. On peut étudier en présentiel et ou en ligne. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez quelqu'un qui habite Welland et c'est pas forcément tout près de Toronto. En revanche, l'étudiant n'a pas besoin de venir tous les jours au campus. Il y vient, par exemple, 1 ou 2 fois par semaine, si c'est nécessaire, et le reste du temps, il peut faire ses suivis de cours en ligne, travaux en ligne, travail de groupe en ligne, bien sûr, mais il peut venir. Donc, Barrie, on a même des étudiants qui viennent de Welland, Barrie, Woodstock, et même plus loin, maintenant, vous allez voir, on a un programme qui permet d'être carrément fait 100% en ligne dans tout l'Ontario. Voilà. Donc ça, c'est côté du campus. En ce qui concerne les programmes, en jaune, c'est la gestion. Donc, vous voyez, on n'a pas énormément de programmes parce que tout tient dans une page. Mais on en ouvre tous les ans. Donc là, on a administration des affaires. La gestion, c'est le meilleur type de bac pour faire de la gestion, c'est-à-dire du business, mais également du marketing. Donc, il est très complet. Le BAA, c'est un acronyme qui, en fait, dans les 3 niveaux de gestion, est le meilleur. Et puis, innovation, économie sociale, c'est la nouvelle économie. C'est tout le changement économique qu'on est en train de vivre dans le monde entier, mais particulièrement en Europe, au Québec. En Ontario, ça arrive, c'est un peu plus lent. L'économie sociale, c'est effectivement tout l'entrepreneuriat, la partie coopérative. Très intéressant aussi. C'est un peu plus de difficultés en Ontario, mais ça marche très très bien à l'international. Communication média numérique, c'est partout. C'est un bac qui est très intéressant. On a même un labo, un Media Lab qu'on a depuis 3 ans. On explique aux élèves tout ce qui est l'intelligence artificielle, faire des podcasts, des montages, de l'editing. Donc ça, c'est communication média numérique, des sites web. Environnement urbain, c'est pour tous ceux qui s'intéressent aux villes, les transports, la géographie, comment Toronto interagit avec son lac. Mais toutes les villes de l'Ontario nous intéressent, et ça, c'est dans environnement urbain. En mauve, on a pluralité humaine, qui sont vraiment les sciences humaines et sociales, et santé mentale, c'est un bac de psychologie, mais en fait, on l'appelle santé mentale parce que la santé mentale, ça nous affecte. En fait, c'est toutes les addictions. Alors, souvent, quand on parle d'addiction, on a l'impression que c'est par exemple les drogues. Oui, c'est les drogues, mais le téléphone, c'est une addiction. Le sucre, c'est une addiction. Donc, la santé mentale, vous allez voir, c'est très large. On va dire qu'il y a 3 ou 4 universités dans tout le sud-ouest de l'Ontario qui proposent un bac de santé mentale. Le reste, ce sont que des bacs de psychologie. Et par exemple, le matin, quand vous ouvrez votre téléphone, vous savez, puis vous regardez les nouvelles de ce qui se passe dans le monde entier, bah, ça vous affecte. Et la santé mentale, ça bombarde votre cerveau. C'est tout ce qui impacte notre cerveau. Donc, très intéressant, beaucoup de succès parce que très innovant. Et puis, on a un partenariat avec l'hôpital Montfort pour le côté professionnel des employés. Donc là, ce n'est pas ouvert au grand public sur la santé mentale. Pluralité humaine, c'est toutes les valeurs sociales. On a mélangé, on a combiné en fait toutes les valeurs sociales, anthropologie, sociologie, etc. On ne le présente pas parce qu'on n'a pas une rentrée cette année avec la pluralité humaine. On n'a pas assez d'étudiants là, alors qu'on en a eu parce beaucoup sont transférés en santé mentale. Mais sachez que si on a plus d'étudiants dans le futur en pluralité humaine, on conservera bien sûr ce programme. Dernier pavé, qui est l'énorme pavé de l'UF, c'est l'éducation. Les carrières en éducation sont réglementées. Uniquement les Canadiens et les résidents permanents peuvent appliquer. On a le bac consécutif qui se fait une fois que vous avez déjà un premier bac, d'accord? Donc, par exemple, après un bac de 4 ans, vous pouvez rentrer en bac consécutif en ligne de 16 mois. Donc, très intéressant, ça peut être fait en ligne. Pour vous donner une idée, on vient de fermer les portails. Il reste encore quelques jours sur un programme. On a eu 6 fois plus de demandes que de places données par le gouvernement. Donc, c'est vraiment un énorme succès et ça fait déjà plus de 3 ans que ça dure. Le nouveau, c'est le bac éducation accélérée. Très intéressant, c'est une combinaison d'un bac général, BA, de 90 crédits, c'est-à-dire 3 ans, mélangé avec éducation. Et tout ça, on le fait en 4 ans. Normalement, pour faire une carrière, un bac plus un BEd à la suite, c'est 6 ans. D'accord? C'est à peu près 6 ans. Aujourd'hui, on vous propose à vos enfants de le faire en
4 ans. À la fin, ils sortent, ils sont agréés par l'Ordre des enseignants de l'Ontario et ils peuvent enseigner dans les salles de classe au niveau primaire, au niveau moyen intermédiaire et au niveau intermédiaire supérieur. Voilà. Donc, ces petits aperçus. Alors, pour favoriser effectivement tous les élèves qui sortent des écoles françaises de langue française, mais tous les élèves secondaires, peu importe d'où ils sortent, en fait, francophones, pour les bacs, donc hors éducation, on a une bourse de 12 000 $ qui est payée tous les ans. Donc, vous divisez ça par 4, c'est-à-dire 3 000 $ sur 4 ans. Les conditions sont automatiques. Donc, à partir du moment où vous êtes dans une école secondaire et que vous allez être diplômé et que vous appliquez à l'UF et que vous êtes inscrit, vous obtiendrez tous les ans 3 000, 3 000, 3 000. Plus, si vous êtes dans une MHS qui est cumulable, donc on a des MHS qui sont en lien avec nos programmes, il y a 1 500 $ de plus. Donc, on va dire que c'est pratiquement 50 à 60% du prix du coût de la scolarité qui est financé par ces bourses. Et comment on obtient ces bourses? Ben, il y a les bourses de l'UF, mais il y a aussi les bourses des donateurs francophones qui souhaitent justement la promotion du post-secondaire en français. Au niveau du baccalauréat en éducation, le BA-BIED, c'est-à-dire celui qu'on fait vraiment, ce que j'ai appelé les 4 ans combinés bac général 90 crédits et BIED, donc bac en éducation. Alors, pour faire toutes les carrières en éducation, c'est-à-dire enseignant, hein, on est bien d'accord, on a une bourse de 18 000 $. Donc là, c'est à peu près 4 500 $ par an. Plus les MHS, là, il n'apparaît pas, mais vous avez normalement, ça devrait apparaître. Voilà, ça apparaît pas, mais vous avez aussi les MHS qui apparaissent comme tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est nos bourses. Les étapes, moi, je voulais pas vous laisser, parce qu'on a tellement de choses à vous expliquer, mais on ne peut pas tout faire. Alors, dans cette partie, ouais, je voulais simplement vous donner un petit peu. Moi, j'ai 3 enfants. Ils ont tous fait leurs études au Canada, au post-secondaire, dans des universités, parfois bilingues, parfois francophones, parfois anglophones. La première chose, c'est qu'il faut choisir son programme et son université. Et il faut utiliser la classe de 11e pour ça. En 11e, il y a moins de stress qu'en 12e parce que 12e, vraiment, on va quitter pour aller à l'université ou au collège. Donc, que ce soit collège-université, et venez à OUF, qui est au mois de septembre, la foire universitaire. Il y a les 23 universités de l'Ontario, par exemple. On est parmi les 23 universités de l'Ontario également. Donc, ça donne le choix le maximum. Venez visiter les campus, prenez des rendez-vous, demandez-nous des informations. On est extrêmement organisé parce que finalement, comme on a démarré et qu'il n'y avait rien en place, on a tout mis en place et vous avez tous nos gabarits, tous nos fiches disponibles très très rapidement, moins de 48 heures. La deuxième chose, c'est que l'année de la 12e, c'est là où il va falloir faire la demande d'admission. Et on n'attend pas d'avoir son diplôme d'études secondaires pour faire cette demande d'admission. Donc, le portail ouvre à partir de septembre. Et là, cette année, on a eu tellement de demandes dans le BA-Billet, par exemple, vous savez, qui vient de sortir, que tous ces gens-là qui avaient déjà les 6 notes obligatoires, parce qu'on ne prend pas tous les bulletins de notes, on ne prend que 6 notes, on les a déjà admis. Donc, c'est des élèves qui ont déjà admis, qui ont même déjà accepté l'offre et qui sont, comme c'est un programme contingenté, le BIBN, ils vont être parmi les premiers à postuler. Alors, quand vous êtes dans des programmes contingentés, appliquez le plus tôt possible. Si ce n'est pas contingenté, vous avez même jusqu'au 1er août pour faire une demande d'admission. Une fois que le dossier est traité par le bureau du registrariat qui a reçu la demande d'admission, vous allez recevoir dans le portail une lettre avec exclut sa bourse. Donc, il n'y a pas, ou ses bourses. Il n'a pas besoin de remplir tout un tas de formulaires. Chez nous, tout est automatisé. On veut vous rendre la vie le plus simple possible. Donc, l'admission démarre entre novembre et avril de la 12e année, mais parfois ça va même plus tard. En juin, la loi en Ontario, pour toutes les universités, si l'inscription en cours démarre le 1er juin. Vous n'avez pas le droit de le faire avant, quand vous êtes université. Donc, les élèves vont choisir leur cours. Donc, plus ils ont choisi leur programme tôt, plus ils ont accepté leur offre et plus ils savent ce qu'ils veulent faire, dès que le portail ouvre pour s'inscrire, ils ont accès aux meilleurs horaires. Ce n'est pas qu'ils ont accès aux meilleurs cours et aux meilleurs profs, c'est les meilleurs horaires. Voilà, donc petite idée du processus. Enfin, ils vont obtenir leur diplôme d'études secondaires, ou en anglais, Ontario Secondary School Diploma, équivalent, et c'est en général en juin. On remet des bourses, nous, dans les écoles. Donc, quand on a des élèves qui ont été admis et qui ont été inscrits, puis il y en a pas mal, donc on en fait pas mal d'écoles, que ce soit Toronto, JTA. C'est vrai qu'un peu plus loin, on fait moins. Et puis, ils rentrent en université. Alors, le message, c'est que la rentrée, c'est fin août, début septembre. Et puis, vous avez 2 sessions, septembre-décembre et janvier-avril. En mai, août, vous allez me dire, qu'est-ce que font les élèves? Eh bien, tout simplement, souvent, ils travaillent à plein temps.
Ils voyagent, ils se reposent, sauf pour le programme de BA Ed où ils vont continuer une session de mai à juillet. Et eux, ils s'arrêteront uniquement en août, ce qui leur permet justement, pendant 4 ans, d'aller plus vite. Il y a beaucoup d'élèves qui aimeraient aller plus vite, alors pour eux, c'est vraiment le programme adapté. Voilà. Enfin, pour les carrières, je n'ai pas trop parlé de carrière, mais sachez, je pense que voilà, ma partie est terminée, donc je vais simplement quitter 2 secondes pour pouvoir vous voir, parce que là, je ne vois pas vraiment. Stop sharing, voilà. En ce qui concerne les carrières, il y a 4 domaines qui sont vraiment percutants pour les élèves des continuer au post-secondaire en français. Les premières, c'est l'enseignement. Vous l'avez compris, on a une pénurie de main-d'œuvre énorme dans toutes les écoles de langue française. Donc, il y a vraiment des très belles carrières. Et quand je dis carrière d'enseignement, ce n'est pas que l'enseignement. Une fois que vous avez fait, par exemple, 10 ans d'enseignement et que vous voulez être conseiller pédagogique, puis Gilles a été même surintendant, directeur d'école, surintendant, conseiller pédagogique, il y a énormément de carrières, des très beaux salaires. Après, la Suisse, le Canada est un des pays qui est le mieux organisé et, en termes de système et de paiement également. Les professeurs sont nettement mieux payés même qu'aux États-Unis, par exemple, pour vous donner une idée. Donc, c'est quand même intéressant comme carrière. La deuxième carrière, c'est le business, parce que notre premier partenaire, quand bien même on dit bien sûr, c'est en Ontario, les États-Unis. Au Canada, c'est le Québec, et on a besoin du Québec, la langue française. Moi, parmi mes premiers jobs, je suis arrivé il y a 16 ans d'Europe, et mon premier job a été justement pour travailler une très grosse entreprise ici à Toronto, avant de rentrer dans l'éducation. Et c'était marrant parce que la principale les équipes et le travail étaient pour le Québec. Le troisième pavé, c'est la santé également. Il y a énormément, donc santé mentale. On va avoir un bac en travail social qui va tourner justement autour de toutes les problématiques de santé qui va arriver l'année prochaine. Donc la santé est également un énorme contributeur. Et le quatrième pavé, c'est le gouvernement, tout simplement parce que dans les gouvernements, que ce soit provinciaux ou fédéraux, on a besoin de gens bilingues. Donc souvent, vous savez, les élèves en ont marre parfois de l'école en français en 12e, puis ils se disent, ah, je vais aller voir les universités anglophones. Pourquoi pas? Mais dites-vous bien que quand ils vont diplômer, il va falloir chercher un travail. Quand vous diplômez en anglais et que vous avez perdu votre français pendant 4 ans, par exemple, si c'est pas, ça peut être le cas, parce que souvent ça peut être le cas, sachez que vous allez avoir des difficultés après pour trouver un travail en français, surtout si on vous demande des compétences de rédaction, d'expression, présentation, etc. Nous, quand on pose des jobs et quand on pose des jobs ici en Ontario en français, il y a peut-être 60, 50 personnes qui postulent parce que justement, il y a très peu de gens qui parlent bien et qui écrivent le français. Quand vous postez en anglais, vous en avez 600. Donc oui, d'aller faire des carrières en anglais, mais la sortie au niveau du marché du travail est beaucoup plus à l'aise pour un élève qui sort d'une institution francophone parce qu'il trouvera du travail beaucoup plus vite. Et en plus, en termes de salaire, Stade Canada disait à peu près 5 000 $ par an de plus. Il y a par exemple, New York, où je venais avant, on avait un stipend, c'est-à-dire un supplément salarial parce que justement, on parlait de langue. Voilà, je vous laisse sur cette idée-là. Je vais passer la parole à Gilles qui va nous parler plus de la côté pédagogie, élève, comment ça transforme tout ça. Et n'hésitez pas, on attend vraiment vos questions avec impatience. Et puis, encore une fois, aujourd'hui, c'est simplement le démarrage de cette conversation. Et c'est pas mon campus, c'est votre campus, c'est votre université. Vous êtes invité ou invitée permanente. Et vous passez nous voir, et puis ça nous fera toujours plaisir de vous recevoir. Alors, Gilles, je te partage la présentation, ça va? Ah bah, tu l'as présenté. Super. Ouais, si tu veux, je vais partager ma petite partie. Bien, bonsoir. Gilles Rodriguez, je suis professeur associé à l'Université de l'Ontario français et puis j'enseigne dans le pôle justement d'éducation. J'enseigne aux futurs enseignants de la province en espérant qu'ils aillent dans le système francophone. Mais aujourd'hui, on parle vraiment aussi de cette transition, comme le disait François, du secondaire vers l'université. Et puis, le succès à l'université, c'est pas seulement les bonnes notes, c'est pas seulement la capacité d'un jeune à suivre des cours et puis à exceller dans les cours. C'est vraiment le succès va dépendre
vraiment de l'engagement, du niveau de l'autonomie d'un jeune, et puis des compétences qu'un étudiant va cultiver, pas quand il arrive à l'université, mais je pense que c'est vraiment des compétences à développer dès maintenant. Je ne sais pas si vous avez des enfants qui sont en 10e année, en 11e année, et puis qui sont encore loin d'accéder à l'université, mais c'est dès maintenant qu'on va cultiver des compétences pour le futur, pour réussir à l'université. Vous voyez ici dans ce petit tableau, on a un petit peu mis différents domaines de compétences qui sont à développer, qui vont être aussi des compétences transversales, qui vont suivre un étudiant pendant toute sa scolarité, et puis même dans le monde professionnel. Vous voyez des mots comme la communication, les interactions interpersonnelles. Vous avez la planification, des comportements personnels sains. Vous avez évidemment le côté apprentissage. Puis quand on pense à l'université, on pense vraiment à la réussite comme éducative. Mais vraiment, il y a tout un tas de compétences à développer. Est-ce que on est dans des habitudes de vie saine? Est-ce qu'on sait comme cuisiner, s'occuper de soi-même, s'organiser? Euh, ça va faire une grande différence parce que quand on arrive à l'université, contrairement au secondaire, c'est très très routinier. On a vraiment des rappels de travailler, d'accomplir des tâches. On a ces étapes qu'on va avoir et l'étape des bulletins. Les enseignants sont vont vous appuyer dans votre parcours. À l'université, il y a beaucoup plus d'autonomie. Donc en fait, quand on va avoir, comment dire, le sens de l'initiative, le sens de l'organisation, une attitude positive par rapport aux tâches à accomplir, on a déjà fait beaucoup de chemin dans la réussite de l'université. Ensuite, il y a vraiment toute cette capacité de communication et de développement d'habileté interpersonnelle. À l'université, on travaille vraiment en groupe. On va privilégier la collaboration. Donc, tout ça, c'est vraiment des aspects à considérer quand on fait cette transition à l'université. Ce qui était vrai au secondaire avec plus des évaluations juste comme personnelles. Ici, on va avoir du travail de groupe, on va avoir des projets à accomplir. Et puis, dans tous les cours, on va avoir des objectifs à atteindre. Donc, cette capacité à s'organiser, cette capacité à collaborer, c'est très important à développer. Ça se développe dès le secondaire. Donc, toutes les occasions qu'un élève au secondaire a de faire des coops, a de faire du bénévolat, saisissez ces opportunités pour développer des habiletés futures qui vont les aider à réussir à l'université. Peut-être on a fait un petit classement des habiletés vraiment qui vont aider à la réussite à l'université. Puis la première, c'est très logique. Le numéro un, c'est d'aller en classe et puis de suivre les cours. Comme à l'université, on a des jeunes qui peut-être développent aussi une vie sociale et puis qui vont peut-être manquer des cours, etc. Euh, c'est correct de le faire de temps en temps, mais vraiment, il faut être assidu. Les contenus des cours universitaires sont quand même assez lourds et puis il y en a beaucoup par semestre. Donc, il faut être assidu, il faut aller en cours, participer, lire, se préparer, prendre des notes et relire ces notes.
Et puis, je suis professeur associé et puis je donne des cours à plein d'étudiants et d'étudiantes. Et puis, vraiment, une grande différence que je vois, c'est dans l'engagement des élèves, c'est de poser des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. C'est vraiment quand on a besoin d'un éclaircissement, quand on a besoin d'un appui, de poser des questions, de lever la main, de rentrer en contact avec les profs pour pouvoir avoir l'aide qui nous est nécessaire. Euh, Aussi, à l'intérieur des universités, on a vraiment, comment dire, des systèmes d'appui aux étudiants, donc des services de soutien, des centres de la réussite, on a des bibliothèques, on a du matériel technologique. Donc, il faut vraiment que dans leur quête d'autonomie, les étudiants et les étudiantes doivent vraiment prendre conscience qu'ils font partie d'un système qui est là pour uniquement leur réussite. On a un centre de la réussite, c'est pour les élèves, c'est pas pour l'université, c'est vraiment pour appuyer les élèves à atteindre leurs objectifs. On a vraiment une flexibilité, il y a des choses qui arrivent dans la vie et puis on a des contretemps, on a quelquefois des drames. Et puis, comme les étudiants ont du soutien à l'intérieur de l'université. Faire partie d'un groupe, les groupes d'études, les clubs de vie étudiante, faire partie de projets étudiants, ça c'est une grande, grande motivation. Ça combine à la fois l'efficacité académique, donc d'apprendre ensemble, mais aussi ça crée des liens sociaux. Faire partie de groupes et de groupes d'études, c'est un gros déterminant dans la réussite à l'université. Savoir gérer son temps. Euh, Vous allez avoir, je sais que encore hier soir, je donnais un cours de 19h à 22h. C'est des longues journées pour des jeunes qui arrivent à l'université. Il faut savoir gérer ce temps. D'accord? Quand on arrive à un cours du soir, on est un petit peu fatigué. Est-ce qu'on a bien mangé? Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour bien suivre le cours, être dans des bonnes conditions physiques et mentales pour s'impliquer dans le cours. Ça, c'est des grandes différences quand un jeune peut s'occuper de lui-même, prendre soin de lui-même, de sa santé physique et mentale. Il va être plus enclin à réussir à l'université. Se faire des amis. Il y a tout le côté social. Personne ne veut être seul, surtout quand on change de ville. Pour aller à l'université, quelquefois, on est dans des régions peut-être un petit peu isolées ou éloigné. Et puis là, on va dans une ville qu'on découvre, etc. Se faire ce tissu social, se faire des amis, c'est vraiment important d'avoir ce lien social pour ne pas se sentir seul. Et puis pour avoir aussi partagé ses craintes, ses réussites. Donc tout ça, c'est vraiment très important. C'est un ensemble de compétences. Et puis, on essaye de développer la curiosité et puis sortir de sa zone de confort. Quelquefois, c'est difficile. Et puis, comme venir à l'université, on doit vraiment avoir cet esprit de aller plus loin. C'est une nouvelle expérience et puis on va en profiter pour réussir. Donc, plein de petites astuces ici de réussite pour nos élèves du secondaire quand ils font la transition à l'université. Euh, il y a vraiment également, aujourd'hui, je dirais que Est-ce que vous Oui, m'entendez? oui, oui, on t'entend? Est-ce que c'est moi qui a coupé ou c'est Gilles? Je Ah crois que non, Gilles je qui a pense que coupé. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, ouais. Ah, ça Désolé. n'a pas coupé, ça va? Si, Non. ça a coupé, oui, ça a coupé. François, c'est bon pour vous? Oui, oui, c'est Oui, bon. c'est bon Ça pour moi. fonctionne? Ouais. Ok, parfait. Ça va. Oui, très bien. Donc,
Au niveau, comme le disait tout à l'heure François, peut-être dans le passé, les universités étaient très liées avec le côté magistral, très académique. Aujourd'hui, l'université, et notamment notre université de l'Université de l'Ontario français, l'université a changé. Elle ne valorise plus seulement ce que tu sais ou vraiment les meilleurs élèves académiquement. Ce qu'il y a, c'est que on met l'étudiant et l'étudiante au centre hein, de sa réussite. Donc on va vraiment travailler avec des projets, des simulations. On va mettre les étudiants et les étudiantes en stage, collaborer, euh, encourager la participation. Nous, à l'Université de l'Ontario français, il y a des programmes où on va à l'extérieur de l'université pour apprendre. On part à l'intérieur dans Toronto, visiter la ville, se créer des défis, émettre des hypothèses, les vérifier sur le terrain. C'est vraiment l'université a changé et il faut que nos futurs étudiants comprennent qu'il y a des opportunités pour tout le monde. On est loin de juste la théorie et puis les présentations magistrales avec des examens là. On est loin de ça. Aujourd'hui, vraiment, on mise sur l'académique, sur l'expérientiel également, et ça marche. Parce que je pense que François, corrige-moi si j'ai tort, mais dans la plupart des programmes, quand on sort des programmes de l'Université de l'Ontario français, on a, je pense, 96% de chances de trouver un travail. Donc, c'est, si je me trompe pas, j'avais vu ce chiffre quelque part. Les finissants trouvent du travail parce qu'ils sont prêts pour le marché du travail. Enseignement et apprentissage en salle de classe. Vous avez des intervenants en salle de classe et puis c'est intéressant parce que vous avez des professeurs agrégés avec des doctorats, etc. Mais vous avez aussi des professionnels des secteurs dans lesquels les étudiants font leurs études. Si vous prenez par exemple le bac en éducation, euh, moi-même, je suis un professeur associé, je ne suis pas un détenteur d'un doctorat, mais par contre, j'ai été enseignant, direction d'école, surintendant de l'éducation, et je mets à profit vraiment mon expérience du système scolaire et puis du système d'éducation en Ontario au service de mes étudiants. Vraiment des intervenants qui sont pertinents dans le secteur dans lequel les étudiants font leurs études. Il y a des simulations, des mises en situation, de la résolution de problèmes authentiques, réels sur le terrain. Et puis, on a des partenariats, des visites d'entreprise. On essaye de travailler avec nos partenaires francophones en Ontario. Et puis, ça fonctionne. On a tous ces liens, tous ces événements à travers l'année où les étudiants vont connecter et développer leur réseau professionnel. Des stages, les stages sont obligatoires en quatrième année. Et puis, dans les stages de l'UOF, par exemple, on a vraiment un encadrement qui est personnalisé par l'équipe de coordination des stages. Donc, c'est pas seulement qu'on fait un stage en entreprise, c'est qu'on est vraiment accompagné dans notre stage. Les placements sont effectués dans des domaines comme le marketing, l'analyse de données, l'analyse de politique, la planification municipale, l'éducation. En matière d'éducation, je suis superviseur de stage, je suis 20 stagiaires et puis je les suis depuis leur premier stage jusqu'à leur dernier stage où ils sont censés prendre les salles de classe à 100%. Puis cet accompagnement, je vais le faire pendant les 16 mois où ils sont à l'université. Donc vraiment, quand même, je pense que vous aurez compris que pour nos élèves du secondaire, il y a un nouveau vent un petit peu dans nos universités francophones et notamment à l'Université de l'Ontario français. Et puis, je pense que
il faut un petit peu se préparer à être dans ce monde universitaire qui est aussi un milieu inclusif, bienveillant et puis profondément humain. François le voit tous les jours. Lui, il travaille avec des étudiants, des ambassadeurs qui sont des étudiants à l'université et puis qui contribuent comme sur le milieu universitaire, à créer des événements, à faire du recrutement, à aller dans les écoles, etc. Et on a une tellement belle diversité d'étudiants dans notre université. C'est un lieu où oser apprendre, ben, c'est pas mal facile de oser apprendre à l'université. Euh, François, est-ce que tu veux reprendre la Oui, suite? oui, je voulais la petite transition, c'est je donnais le mot-clé pour moi de toute cette présentation. Merci Gilles. C'est le mot compétence parce que l'employeur, il faut bien être clair que nos enfants, quand ils partent en université étudier 4 ans, on est stressé, parents, à se dire qu'est-ce que tu vas faire? Puis souvent, la première année, vous leur dites tiens, va au centre des carrières. Puis moi, mes enfants, ils ont été au centre des carrières en quatrième année. Ils ne se préoccupaient pas du tout de leur intégration sur le marché du travail. Ils se disaient, oh, on verra, on a le temps, etc., etc. OK, mais nous, dans le système UF, on implique justement, les profs sont impliqués dans justement ce développement de compétences parce que vous allez voir, tous nos programmes, quand on les dépose au gouvernement, il y a le savoir et les compétences associées. Et c'est ce que veulent voir les employeurs. Ils se fichent pas mal de ce que vous avez appris. Ce qui les intéresse, c'est les compétences techniques ou les compétences émotionnelles qui ont été acquises pendant ces 4 ans. D'où l'importance, on verra peut-être dans vos questions. Oui, il faut qu'ils travaillent. Moi, j'étais stressé. Tu vas travailler, tu vas avoir des mauvaises notes, tu vas pas être concentré. Si, si. Non, non, relax. En plus, j'ai travaillé en université, donc relax. Non, 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 relax. Au contraire, ils ont eu même des meilleures notes. Je prends ma dernière. Elle avait même 2 jobs. Elle étudiait. Et cette autonomie que ça lui a énormément développé des compétences. Et puis, elle a trouvé le travail très facilement. Donc, c'est ça. Elle a même travaillé pour TMU, là, donc, etc. Vous voyez, donc, bon, elle est partie en anglais. Puis maintenant, elle travaille, elle est au Québec. Donc, c'est pour vous donner un petit peu des parcours sur le mot compétence. Gardez ça en tête parce que l'employeur, ce qui va valider, c'est les compétences que vous avez acquis et l'enfant a acquis, votre enfant a acquis pendant les 4 ans. Et s'il reste sur le banc de l'école, puis ça ne l'intéresse pas vraiment, puis il ne participe pas, puis il ne va pas vraiment développer les compétences pendant les 4 ans. Voilà, donc ça, je vais reprendre la présentation et puis après, on va vous laisser ouvrir la question. Alors, moi, j'étais resté un peu plus loin que toi. Voilà, vie étudiante, c'est ça? Oui, la vie étudiante, très très important parce qu'un campus, c'est comme une chaîne média, on va dire. Il se passe énormément de choses. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Les 9 universités bilingues et francophones de Toronto, j'ai jamais vu ça, étaient à l'UF, dans l'Agora, avec le ministère des collèges et des universités, pour célébrer la création de Vie ton campus, la vie au campus, qui va être un des programmes qu'on va travailler tous ensemble. On travaille énormément déjà ensemble. Et pourquoi je pense de ça? C'est parce que c'est essentiel. Tous les campus sont différents. Et c'est pas parce que vous venez à l'UF que vous pouvez pas partir une session de, par exemple, septembre-décembre dans une autre université qui ait un accord ou pas. Vous avez des crédits qui sont pas forcément affectés à des cours spécifiques et l'élève peut aussi, et vice-versa. D'autres, par exemple d'Ottawa, pourraient très bien venir à l'UF. Et il faut, parce que c'est ça qui va justement développer ses compétences. Alors, la vie étudiante, on est pionnier à l'UF. Il faut être clair. Moi, ça fait 5 ans que je travaille. J'étais l'employé numéro 14. Euh, on bâtit tout de A jusqu'à Z. Et nos élèves, là, vous les voyez, là, c'est pratiquement tous ceux qui sont dans mon équipe aujourd'hui d'étudiants. J'ai 5 contrats de travail étudiants dans mon équipe recrutement. Et c'est génial parce qu'ils sont hyper bons, hyper articulés. C'est vos enfants, c'est incroyable. Et on les met en situation de travail. Moi, ils animent des réunions. Ils sont sur des projets de lancement de nouveaux programmes pour l'année prochaine. C'est pas du tout le job où on va imprimer des trucs, faire le café, pas du tout. Ils ont vraiment des rôles. Et l'idée, c'est qu'ils soient employables à la fin. Et ça, c'est dans mon département, mais c'est dans également d'autres départements. Voilà. Ça, c'est la vie étudiante. Le sport, on n'a pas d'équipement sportif directement à l'UF, mais juste à côté de nous, on a le collège George Brown, puisqu'on est juste à côté du lac, là, qui a des équipements. Donc, on a un accord avec eux. Donc, en fait, on peut bénéficier de tous les équipements du collège George Brown, qui est juste à côté de nous.
Loger, on a des partenariats avec Parkside, qui est une résidence universitaire qui est très moderne, hyper sécurisée. Il n'y a que des étudiants francophones et anglophones, donc mélangés, de toutes les universités du centre-ville de Toronto. Très sympa. Là, l'étudiant peut avoir une chambre, par exemple, vous voyez, et puis plein repas. En général, c'est souvent la première année. C'est le peace of mind si vous habitez un peu loin et puis que l'étudiant veut vraiment rester sur Toronto. Mais sinon, il n'y a pas d'obligation, il peut rester dans sa famille ou sinon faire le commuting, comme j'ai expliqué. Si vous êtes un peu plus loin, ben, Hamilton, ça marche très très bien. Ils peuvent faire l'aller-retour dans la journée, Welland aussi, Barrie, Peterborough, etc., etc. Alors, j'ai mis Oser l'aventure avec M5E parce que c'est notre mascotte, là, c'est en fait notre code postal. Pour bien sûr aller plus loin dans la conversation avec vos projets, parce que finalement, c'est un projet. Mon message de fin, c'est vous comme nous, on est des guides. Parce que c'est pas moi qui vais prendre la décision. Puis même vous, vous serez étonné que ce soit vos enfants qui vont choisir ou là, ils ont envie d'étudier. Et c'est souvent très personnel. Donc, ils vont devoir se poser comme question petit campus, grand campus, bilingue, français, anglophone. Et toutes ces questions sont tout à fait importantes. Accompagnez-les. Ayez des super conversations quand ils sont en 11e. Allez avec eux visiter les campus, des tonnes de campus si vous voulez. Et puis, déposez vos demandes d'admission au mois de septembre de l'année de la 12e. Voilà, pour conclure. On a vu la page des contacts. Donc, vous pouvez nous contacter bien sûr par courriel. On a aussi un lien CRM sur le site, nous rejoindre tout en haut. Voilà, on a WhatsApp et bien sûr, on répond le plus vite possible. On a tout un système de tri. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous parler. On va laisser poser vos questions parce que je suis sûr qu'il y a des questions brûlantes euh, au niveau des programmes, des budgets ou autre chose. Merci beaucoup, Gilles et François. Donc oui, s'il vous plaît, ne pas hésiter à poser des questions. Ils sont là pour ça. Donc, vous avez juste à ouvrir votre micro ou à utiliser le chat si vous avez des questions ou des commentaires. Souvent, la première question est la plus difficile à venir. Euh, Moi, ce que je voudrais vous donner encore comme astuce, parce que finalement, on est là pour vous aider à faire la transition, c'est comment ça fonctionne une semaine à l'UF, comment les plannings en université fonctionnent. Parce que ce que vous avez là, vous l'avez également pour les autres universités. Donc, par exemple, si vous prenez par exemple une semaine type, de septembre à décembre ou de janvier à avril, qui sont deux sessions, donc de septembre à décembre, prenez septembre-décembre, vous prenez 5 cours. Les 5 cours, les élèves prennent 5 cours. Donc, c'est des 5 cours qui donnent 3 crédits. Donc, 3 fois 5, 15 crédits. Donc, gardez en tête, il y a 5 cours à faire par semaine. C'est très différent du système scolaire secondaire où vous avez 4 cours dans une journée et c'est répétitif pendant 5 jours. Et ça dure comme ça par quadrimestre. Là, rien à voir. Pas d'appel. Que vous n'ayez pas, personne ne va vous fliquer. Hein, c'est clair. Donc, ces 5 cours, c'est 3 heures. Donc, 3 fois 5, 15 heures. Donc, déjà, l'élève va mettre dans son agenda où est-ce qu'il va positionner ces 5 cours de 3 heures. Pour venir en cours, il faut avoir travaillé, étudié, travaillé en groupe, étalé sur le terrain, comme a expliqué Gilles, et c'est en général 4 à 5 heures par cours. Donc, on fait quelques mathématiques. Comme on a 5 cours, si on a 5 heures de préparation par cours, ça veut dire qu'on a 25 heures de préparation par cours avant d'arriver dans les cours de la semaine. 15 heures de cours en ligne, en présentiel, où on partageait 25 heures de préparation égale 40 heures. Comment l'élève s'organise? Et c'est comme ça dans les universités. Hein. L'élève va prendre son agenda sur 7 jours. Il va mettre un emploi de 24 heures, 30 heures, maximum 30, mais 24 c'est bien, s'il peut. S'il a plein temps, ben, ça va être, devra faire comment on appelle en anglais un trade-off, c'est-à-dire un choix entre un peu moins de cours mais un peu plus de travail. S'il habite ici, bien sûr, et qu'il a les permis pour travailler. Mais c'est ça. Après, il va répartir en fonction de ses cours, ses préparations, le travail, donc il peut le mettre en semaine, le week-end. C'est ce cas, par exemple, moi, les ambassadeurs qui travaillent avec moi, qui sont des étudiants, travaillent tous les jours dans mon service, 2, 3 heures, 1 heure, en fonction de leur planning.
Voilà. Donc ça, c'est une vie typique d'un étudiant d'une semaine. Je ne sais pas, Gilles, si tu vas porter un autre éclairage de la semaine. Oui, non, c'est ça. Pour reprendre un petit peu ce que dit François, notamment, vous voyez, dans le bac en éducation, on n'a pas uniquement aussi des cours de 3 crédits, on a aussi des cours qui sont plus petits en temps, donc des cours de 1 crédit. Et puis, un cours de 1 crédit, c'est vraiment 12 heures de cours avec un prof, mais en même temps, on anticipe déjà 18 heures supplémentaires pour les travaux, pour les devoirs, les lectures, les visionnements de vidéos. Donc tout est aussi tout est numérique. Donc ils ont vraiment une plateforme où ils ont accès à leurs cours, à leurs travaux. C'est très très facile de suivre le progrès, quand est-ce qu'un travail est dû. euh, c'est dans leur calendrier. Donc, tout est vraiment fait pour que l'étudiant et l'étudiante puissent vraiment atteindre le but de passer ses cours, remettre les travaux à temps. Mais quand même, vous voyez la petite différence peut-être avec le secondaire, c'est vraiment cette autonomie aussi dans l'apprentissage. C'est oui, il y a de l'apprentissage avec les professeurs, évidemment, mais aussi il y a une grande part de travail personnel qu'on va ajouter dans un cours pour le réussir. Donc, c'est ça, garder à l'esprit 12 heures de cours pour 1 crédit, c'est 18 heures de travail de plus que juste le cours en présentiel. Donc, moi, je voulais vous raconter aussi une petite histoire parce que souvent les anecdotes sont intéressantes. Euh, c'est quelqu'un que je connais qui est rentré dans un cours, pas forcément à l'UF, c'était dans une autre université. Puis la thématique de ce travail, c'était pour ou contre la peine de mort. Alors ça, c'est pas un sujet facile. Et puis elle a fait ses recherches, elle a préparé, etc. Puis elle a soumis tous ses documents. Puis elle a eu D. D, c'est la pire des notes. Puis quand vous avez un D, c'est compliqué parce que en termes de notes, après, vous avez le choix de avoir DA, DA, DA pour compenser votre moyenne, quand vous avez un D, ou, et puis il ne faut pas oublier qu'après le mois de décembre, vous passez à d'autres cours qui n'ont rien à voir, parce que c'est ça aussi, hein. Il faut comprendre que chaque session, c'est des cours différents. Ok. Et donc, elle va voir le prof, elle lui dit, mais au fait, j'ai pas dû comprendre, mais pourtant, j'ai fait des recherches, etc. Mais et le prof lui dit, mais madame, vous avez rien compris. Ben, tout simplement, vous m'avez récité ce que vous avez lu sur Internet. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ma classe, c'est que Evelyne, Lies, Samsung, Blandine, Augustine ou PPE euh, m'apportent ce qu'ils pensent de pour ou contre la peine de mort. Pourquoi? Parce que pour construire une société, ça commence par justement écouter des points de vue différents. Donc pour le prof, c'est un exercice en fait d'écoute et de travail. Il ne cherche pas à ce qu'il y ait une raison. Il cherche au contraire que les gens puissent s'écouter. Donc, dans ce type d'exercice, vous voyez, ça n'a rien à voir avec un résultat improductif. C'est productif au niveau du consensus des émotions. Et quand on fabrique le Canada, on est quand même une fabrique multiculturelle, c'est justement cette capacité à travailler consensuellement sur des thématiques qui peuvent différencier les gens. Et ça passe par ces écoutes. Et ça, c'est des exercices qui sont répétés par les profs plus que vous pensez. Et à l'UOF, ce qui est intéressant, c'est que nous, on parle de discipline parce que vous en avez entendu parler, parce que ça vous aide, mais fondamentalement, notre pédagogie est ancrée dans ce qu'on appelle les enjeux sociaux, c'est-à-dire qu'on prend des enjeux sociaux, hein, vous prenez par exemple l'immigration, qui est un enjeu social énorme au Canada, hein, et quand vous regardez toutes les disciplines qui sont affectées aux enjeux sociaux, pratiquement elles sont toutes là. Marketing, finance, communication, logement, transport, environnement urbain. Tous nos programmes touchent par exemple la thématique de l'immigration. Mais vous prenez d'autres thématiques, environnement, c'est pareil, durable. Donc c'est très intéressant, l'approche qu'on a, c'est justement de pouvoir mélanger, parce que quand vous rentrez sur le marché du travail et que vous avez un job, vous allez utiliser plusieurs disciplines dans votre travail, vous ne vous rendez même pas compte, mais tous les jours,
vous êtes devenu un multidisciplinaire, sauf si vraiment vous êtes peut-être que dans un laboratoire, mais c'est peut-être pas, il n'y a pas d'offense à avoir avec ça, mais vous êtes en général multidisciplinaire, quoi. Et c'est comme ça qu'on étudie ici à l'UF, c'est qu'on va vous donner justement accès à ces multidisciplines, parce que cette logique de travail va être continuée quand vous arriverez sur le marché professionnel. Donc, Et on c'est se voit la semaine prochaine pour justement parler de comment bien lire en fait le bulletin scolaire de votre enfant. Donc, encore merci beaucoup Gilles et François et merci à vous chers parents et puis à bientôt. Bonne soirée.